Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Landry, qui est en fait un médecin de famille, qui s'est surspécialisé en esthétique, mais aussi en hormonothérapie et en hormonothérapie aussi pour les trans, genre. Puis, une chose un petit spéciale par rapport à sa pratique, c'est qu'elle est allée au privé. Donc, elle est désaffiliée de la RAMQ, puis elle a sa propre clinique privée dans le Vieux-Port. Ouais. Ça a été intéressant justement de voir un portrait réaliste de ce que c'est de travailler au privé. C'est quelque chose auquel on n'est pas beaucoup exposé. Là. Fait que c'est intéressant de voir ça, comment elle a fait cette transition-là vers le privé, puis comment elle trouve sa pratique, les côtés positifs comme les côtés négatifs. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant là, de voir sa pratique dans les 3 aspects qu'on a nommés, là, d'hormonothérapie, de transition de genre, puis d'esthétique. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par une de ces 3 choses. Une de ces 3 choses-là à intégrer dans leur pratique. Fait que, ouais, bonne écoute. Bonne écoute. On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finance spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter. Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir, les placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Bref, peu importe c'est quoi votre question, contactez-les puis ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un ou de 2 personnes qui seraient partants pour nous remplacer puis continuer notre beau projet. Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente d'appliquer entre amis, 2 à 2, c'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressé. Puis, ouais. C'est ça, on attend vos CV. Merci beaucoup, Dr Landry, d'être ici, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, on recule un peu au départ. Est-ce que vous aviez toujours su que vous alliez aller vers la médecine? Non, vraiment pas. En fait, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai fait un stage à Flash pour être journaliste scientifique. Fait que je voulais faire de la vulgarisation. J'étais juste bonne à l'école, parce que j'aimais ça être juste bonne. Fait que c'était juste de la chance. Mais j'ai jamais vraiment voulu être médecin comme tel, à part le fait que j'étais bonne en sciences. Fait que, dans le fond, j'étais allée faire mon processus de sciences, là, comme toutes vous autres. Puis finalement, j'ai fait un bac en biomed. Après ça, j'étais pour faire de la recherche. Puis là, ça me tentait pas de me retrouver avec toutes ces études-là pour rien avoir, pas grand job, ou d'être représentant pharmaceutique. Fait que j'ai dit, je vais aller faire ma médecine. Puis ça a marché. Puis je voulais juste pas que ce soit trop long. Fait que j'ai fait de la médecine en me disant, je vais pouvoir tout faire avec ça. Puis je vais pouvoir me respécialiser. Puis c'est ça qui est arrivé, dans le fond. Puis vous êtes rentré où en médecine? Université de Montréal. OK. Puis, c'est ça, pendant votre résidence, c'était déjà, votre étude, je veux dire, c'était déjà décidé au début, c'était la médecine, puis est-ce que ça l'a fléché un peu? Ça a changé? Ouais, je sais pas. En fait, j'ai jamais pensé être... tu sais, j'ai pas fait de la pré-med, fait que je sais pas, je me sentais comme un peu outsider, là, tu sais, jamais comme... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui allaient en spécialité qui étaient comme des pré-med, je sais pas pourquoi. On dirait que ceux qui ont un autre background sont comme juste... plus chill, on dirait que c'est comme genre, on est déjà on est plus vieux, on a déjà beaucoup étudié, on devrait juste comme faire ça comme métier, aider les autres, mais pas nécessairement se voir comme un chirurgien, ou je sais pas. J'avais pas comme le rêve d'être une spécialiste, là, je me voyais pas. Mon ego était pas nourri par ça, mettons, quand j'étais jeune. Fait que je voulais juste être médecin. Ça a toujours été clair. Depuis le début de ma médecine. C'est nice. Puis si vous avez fait votre résidence? À Le Gardeur. OK. Ça prend pas, j'entends ça. Hein? C'est quoi les caractéristiques de ce site-là? Ben, c'est ça, on n'avait pas beaucoup de... En fait, on n'avait pas beaucoup de résidents. C'était comme un petit centre. On était comme genre 6, je pense, résidents par niveau. Fait que c'était vraiment comme... C'était relativement nouveau aussi, là. Fait que c'était un petit peu à l'extérieur. Je sais pas si vous savez c'est où, là. C'est comme pour l'Interbonne, plus ou moins Landière.
Fait que c'était bien, mais en même temps, ça, j'ai pas eu beaucoup de... Tu sais, c'était comme directement le patron qui était pendant ta résidence, comme la première personne que t'appelais. Fait que c'était un petit peu plus intimidant, je trouve, parce que là, t'avais pas juste ton résident senior que tu pouvais juste... Fait qu'il y avait comme quand même des challenges avec ça, mais moi, de toute façon, la résidence, j'ai ça, là. La résidence, c'est la pire chose au monde. Ah ouais, c'est la pire... Ah, moi, j'ai tellement trouvé ça difficile. Je veux dire, la première fois que tu sors de l'externat, que genre, t'as le nez dans tes livres, puis là, t'arrives en résidence, puis là, c'est comme, OK, ben tu fais ton chiffre de nuit avec des gens qui vont coder, tu sais, puis t'es tout seul. Fait que c'est genre la pire expérience, comment traumatiser un être humain, là. Moi, j'ai haï ça. Puis t'es dans la supervision et tout, tu sais, c'est difficile quand même pour quelqu'un d'être tout le temps supervisé. Fait que ça dépend de ta personnalité, mais moi, on dirait que j'étais comme tellement drillée que j'étais bonne, tu sais, à l'école, puis là, j'étais comme vraiment poche. Tu sais, comme vraiment, genre, tu sens que tu connais rien, tu sais, à peine prescrire, puis là, c'est comme, il faut que tu prescrives des affaires dans des situations que tu n'as jamais vues de ta vie. Fait que j'ai vraiment trouvé ça tough. Mais la plupart des gens trouvent ça tough, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça tough. J'ai l'impression qu'en Med-Femme, ce qui est peut-être encore un peu plus difficile que d'autres spécialités, c'est qu'on change de patron comme à chaque demi-journée, presque. C'est peut-être moins le cas dans des petits sites, mais ça fait qu'il faut toujours s'adapter au style de patron. Ouais, c'est moi, j'ai trouvé ça terrible. Comment vous avez... Pour pas vous décourager. Mais non, je pense que c'est important d'en parler. C'est important de savoir dans quoi qu'on s'embarque. Puis, tu sais, comment vous avez copé au travers de ça? C'est quoi vos mécanismes pour garder la tête haute puis continuer? Je pense que j'ai pas de garder la tête haute. C'est juste comme, tu genre, fake it until you make it, là. C'était vraiment ça, là. J'étais vraiment pas... j'étais bien anxieuse, là. Je pense que j'ai consulté, là. Tu sais, c'est stressant, là. Fait que c'est comme... Je pense que c'est le fait de te faire superviser. Tu sais que tu peux le faire, mais en même temps, c'est tellement comme... Je sais pas, c'est tellement complexe. Tu peux pas être bon quand tu commences, mais si tu vraiment que t'as de la misère à avouer que t'es pas bon, c'est ça qui est difficile, je pense. Fait que je sais pas, que je pense pas que j'ai copé, là. Je pense que j'ai survécu. Je comprends. Rester sur une tonne de bagages. J'ai passé, puis j'étais correct, tu sais. Puis la transition à résident-patron, c'était-tu correct? Parce que me semble souvent, on se fait dire que c'est ça qui est difficile quand soudainement t'es laissé à toi-même. Moi, ça a vraiment bien été. Mais ça, je suis rentrée dans une équipe aussi. En fait, une fois que j'étais plus supervisée, j'étais comme, tu sais c'est quoi que tu as à faire. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont plus challengeantes que d'autres, mais j'avais un mentor à la clinique où j'ai commencé quand même. Moi, j'ai vraiment aimé pendant ma résidence. J'ai fait un stage à la clinique A, qui était comme la clinique, dans le fond, qui était un peu santé sexuelle, mais avec la clinique L'Actuelle dans le village. Fait qu'ils ont comme démarré cette clinique-là pour faire un peu plus hétéro, parce que la clinique L'Actuelle est plus ARSA, puis... Fait que dans le fond, c'était semi-privé, fait que j'ai commencé là, puis il faisait beaucoup plus de femmes. Fait que moi, la santé de la femme, ça m'intéressait vraiment. Puis il y avait Dr. Steben, qui était vraiment quand même connu là, en maladie vulvaire. Il m'avait envoyé faire un stage à Paris pendant ma résidence. Fait que quand j'étais arrivée là-bas, fait que j'étais vraiment prête, comme... Il m'avait comme un peu drillée à être un peu... faire ça de la santé de la femme. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Fait que j'ai commencé à faire plus des vaginites chroniques, de la dermatologie vulvaire. Puis en même temps, vu que j'étais dans un centre des TSS, puis à mes AMP, à ce moment-là, c'était VIH. Fait que je suis devenue, à place de prendre prise en charge, dans le fond, j'ai pris AMP, VIH, hépatite. Fait que j'ai fait du VIH à la clinique L'Actuelle pendant toutes mes années, jusqu'à temps que je me désaffilie. Là. Je suis désaffilie depuis un peu plus que 2 ans. Je suis au privé. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a comme un peu... j'ai eu Dr. Régent Thomas, qui était quand même un bon mentor en VIH, qui est quand même connu. Dr. Steben, qui était plus en santé de la femme. Puis on avait vraiment un beau milieu d'enseignement, là. C'était vraiment pour les médecins qui voulaient comme apprendre puis se spécialiser là-dedans, dans la santé sexuelle, santé de la femme. Fait que moi, j'ai pas... quand je commençais à être patron, ça a vraiment bien été. C'était vraiment votre emplacement. Exact. C'était comme ma spécialité. Je pense que c'est la généralité aussi de la médecine familiale qui peut être épeurant parce que tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires que tu veux pas faire. T'sais, comme tu sais, les maladies chroniques, là, puis les vieux, j'étais comme, non, c'est trop heavy pour moi. C'est vrai, pareil. Comme on dit, c'est trop la pharmacologie, là. Certains vont aimer ça, mais il faut savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Oui, fait que moi, j'avais plus une clientèle jeune, puis là, les TSS, c'était dépistage, c'était plus du counseling, il y avait aussi santé de la femme. On dirait que dès que je suis capable de me voir dans mes patients, c'est comme plus facile parce que je relate plus, fait que je comprends plus les choses parce que les connexions se font mieux, tu sais. Fait que c'est vraiment comme moins abstrait, dans le fond. Là, juste pour expliquer à ceux qui t'écoutent un peu, les AMP que vous avez dit, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de prendre de patients à votre charge. Vous pouvez faire seulement de la santé sexuelle, exclusivement en tant que médecin de famille. VIH, là. Ouais, c'est VIH à ce moment-là. Fait que je devais avoir tant de patients. Mais là, avec toutes les restrictions qui sont arrivées par la suite, finalement, si j'avais moins que 500 patients, j'avais plein de pénalités. Fait que j'ai finalement fait de la prise en charge pareil. Okay. Mais à la base, j'étais pas obligée d'en faire. J'aurais pu. Mais là, c'est la vie.
Puis qu'est-ce qui vous a poussé à vous désaffilier puis à quitter cette clinique-là, finalement? Mais ça, moi, dans le fond, ma pratique, c'est... en fait, je fais de l'hormonothérapie maintenant, plus de la médecine esthétique. Fait que depuis le début, j'avais commencé à faire de l'esthétique, donc c'est privé, on s'entend. Fait que j'ai toujours eu ce genre de pratique un peu... c'est pas à deux vitesses, là, parce que j'étais vraiment juste... Tu sais, je pratiquais, dans le fond, mon esthétique qui n'était pas des frais qui étaient couverts par la RAMQ. Fait que dans le fond... Je pense que c'est un peu... en fait, il y a plus un concours de circonstances. De un, je faisais beaucoup de santé de la femme. Quand je travaillais à la clinique L'Actuelle, j'étais comme une des seules jeunes médecins qui sont arrivés là. Tu sais, il y avait beaucoup de vieux médecins, je veux pas, qui avaient travaillé dans les débuts des années 80 en VIH. Donc, j'étais comme un peu une nouvelle génération. Je connaissais plus la femme. Il y avait moins de femmes à la clinique L'Actuelle, mais il y avait beaucoup de trans. Fait que dans le fond, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai comme un peu développé cette expertise-là en médecine transgenre parce que j'étais bonne avec les hormones. Parce que j'aimais les hormones, surtout. Fait que, tu sais, avec les trans, c'est vraiment commun qu'on va doser, qu'on va faire des bilans, qu'on va, tu sais, savoir quelle hormone fait quoi, comment tu réponds. Fait que c'est quelque chose que chez la femme, on fait pas assez, là. Je pense vraiment que si on comprenait bien comment doser les hormones par rapport au cycle, on comprendrait mieux comment la femme fonctionne. Puis encore maintenant, les gynécologues font pas de bilans hormonaux. Mais, tu sais, moi, c'est quelque chose que je fais depuis 12 ans, là, faire des bilans hormonaux. Fait que c'était comme facile d'intégrer ça après ça dans la santé de la femme un peu plus. Fait que, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est vraiment un cours de circonstances. Il y a eu, tu sais, l'automéno, la saga des hormones bioidentiques, mais en fait, je me suis désaffiliée comme quelques mois avant. Fait que je pense que c'est comme l'univers qui avait besoin d'un médecin qui faisait de l'hormonothérapie, là, parce que je m'étais dit, à un moment donné, tu sais, j'ai juste plus assez de temps pour, comme, voir les patients. C'est juste ça, là, dans le fond, c'est que, tu sais, j'avais comme plus que 500 patients de prise en charge. C'était pas ma passion, la médecine familiale. Je voulais vraiment, comme, santé de la femme hormonaux puis esthétique. Fait que je me suis dit, ça me demandait d'avoir plus de temps, finalement. Je sais pas être obligée de faire du débit. Puis je trouvais pas que j'étais la meilleure médecin quand je faisais du débit, justement, parce que c'est toujours comme ça, les médecins sans rendez-vous, c'est comme un problème, puis c'est comme, tu le vois, puis c'est fini. Puis quand il y a d'autres questions, t'es comme en train de faire de l'anxiété parce que tu regardes ta montre, là. Fait que c'est comme plate parce que... Il y a une pression de temps puis de volume à voir. Tu vois vraiment pas, tu donnes vraiment pas le meilleur de toi-même. En tout cas, moi, personnellement, quand j'étais sous le stress du temps, là, j'étais comme... pas un bon médecin, je trouvais, comparativement à ce que je fais maintenant. Tu sais, maintenant, je prends 1 heure, mais c'est sûr que les patients payent, mais tu sais, l'expertise que tu leur amènes puis le temps que tu leur consacres, ben ça vaut son pesant d'or. C'est ça. Puis, c'est comment faire, tu sais, une pratique qui jongle un peu. Vous avez plusieurs aspects, vous dites, donc les soins esthétiques puis la nutrie. Est-ce que vous faites tout ça dans le même building? Est-ce que c'est à la même place? C'est comment ça commence quand vous vous désaffiliez? Est-ce que vous partez votre propre bureau? Bien, ça, moi, c'est un peu particulier, là, parce que dans le fond, c'est une clinique qui est un genre de GMF, mais j'ai toujours fait de l'esthétique dans ce GMF-là qui était comme à part, tu sais, du GMF, mettons les frais de bureau et tout, là, c'est comme différent. Moi, j'avais comme ma propre compagnie dans le GMF, plus ou moins. Puis comme quand j'ai parti mon brand, ben là, c'était comme vraiment les gens... J'avais déjà une clientèle de trans, j'avais déjà comme, tu sais, des gens qui me connaissaient. Fait que j'ai juste parti... En fait, je suis devenue comme locataire dans la clinique où j'étais. OK. Fait que c'est comme ma compagnie à travers tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu différent le modèle. Mais là, tu sais, dernièrement, c'est vraiment beaucoup d'hormonothérapie que je fais. Mais je fais des trans entre... Tu sais, je priorise, en fait, les personnes trans, les femmes en hormonaux. Ben malheureusement, j'ai 2500 personnes sur ma liste d'attente. Fait que ça va jusqu'à, genre, dans 1 an. Prochain rendez-vous. Fait que c'est pour ça que c'était difficile de venir ici. Ouais. Trouver un temps. Ouais. On est vraiment contents que vous soyez ici. Ouais, c'est ça. Fait que, puis je fais de l'esthétique puis aussi, je suis formateur, en fait, je suis formatrice pour le Collège des médecins, pour les médecins qui veulent devenir en esthétique, qui veulent faire de la médecine esthétique. Fait qu'une fois par mois, je forme un nouveau médecin. Fait que je beaucoup souvent, comme ces 4 journées-là, c'est 4 journées la formation, 2 journées de shadowing, 1 d'injection, puis 1 de follow-up. Fait que je fais souvent ça ces 4 journées-là par mois, plus je mets du botox un peu partout quand je peux les voir, là, parce que, tu sais, malheureusement, c'est comme c'est aux 3 mois qu'il faut qu'ils fassent leurs injections. Fait que si j'ai la place dans 1 an, ben ma clinique d'esthétique va pas marcher. Fait que c'est comme tout ça que je vois, mais j'ai différentes comme compagnies pour hormono-esthétique. OK. Puis est-ce qu'il y a une partie des frais qui sont remboursés pour par la RAMQ? Non, en général. Fait que esthétique, non. Puis est-ce que pour l'hormonothérapie ou les trans, il y en a un petit peu ou même pas? Ben c'est ça. Si j'étais restée affiliée, parce que tu peux pas faire que 2 vitesses, fait que ou bien tu charges ou tu désaffilies. Tu n'as comme pas le choix. Fait qu'avant, quand je faisais du trans, ben ça, c'est à un moment donné, c'est que tu vas voir, là, pour des façons de charger, tu peux faire des interventions cliniques, tu peux faire des examens complets, tu vas aller apprendre ça vraiment plus tard, là, mais... Tu sais, moi, c'est comme... Je faisais toujours des interventions cliniques parce que je passais beaucoup de temps. Puis ça, c'est comme un 30 minutes que la RAMQ te paye
un certain montant, mais tu sais, ça devenait, c'était pas assez payant, de un, puis aussi, ben, tu sais, ça me permettait pas de voir assez de monde. Fait que pour moi, c'était pas... Avec l'hormonothérapie, comme je prends beaucoup de temps, c'est ça, c'était plus vraiment concordant avec la médecine. Fait que les patients qui viennent vous voir, il faudra qu'ils payent tout de leur poche. Ils peuvent pas avoir une façon de se rembourser. OK. Puis, qu'est-ce qui est la plus grande demande dans vos 3 comme piliers? Là? Les gens qui sont sur la liste d'attente, y a-t-il comme quelque chose qui oui, bien, c'est sûr que c'est l'hormonothérapie. En fait, l'hormonothérapie en général, parce que c'est la plus grande demande, parce que c'est vraiment une science. Tu sais, l'esthétique, on s'entend, moi, je forme un nouveau médecin par mois, puis on est comme 20 médecins informés. Fait qu'il y en a de l'offre, là, d'esthétique, là. Ouais, tu veux te faire du Botox, tu fais Google Botox, puis tu vas t'en trouver. Tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Puis je peux pas dire que c'est ma passion. Tu sais, oui, j'aime ça, puis je continue à me former, puis à former des gens pour quand même rester on top. Mais j'ai trouvé une façon vraiment plus valorisante d'aider les gens puis de faire vraiment une grosse différence. En voulant dire, les femmes viennent me voir, tu sais, c'est comme ça fait 10 ans ou il y a fait tellement longtemps qu'ils ont des symptômes qui sont pas reconnus, ils se font prescrire la pilule contraceptive, des antidépresseurs, ils sont comme en burn-out, je donne des hormones puis tout s'en va, tu sais, puis je suis comme OK, ben, tu sais, finalement c'était la préménopause, tu sais. Ouais. Fait qu'on dit tout le temps, OK, c'est pas la fontaine de jouvence, l'hormonothérapie, là, on voulant dire pas régler tous les maux, parce qu'après l'automéno, tout le monde était comme un peu genre, ben là, les hormones, c'est pas si... Mais tu sais, moi, j'en ai des cas de fibromyalgie non traitée depuis des années qui ont mal partout, puis je leur donne des hormones, puis genre la fibromyalgie disparaît parce que tout d'un coup, ils ont un peu mal nulle part. Fait que tu sais, c'est vraiment... Pour moi, c'est là que je change vraiment des vies là, tous les jours, parce que c'est comme quand ils viennent me voir, c'est comme j'essaie d'avoir des rendez-vous avec tout le monde, puis il y a personne qui trouve la solution, puis ça a pris 1 an avant que je vous vois, tu sais, fait que puis j'y vois avant qu'ils se séparent, puis que leurs enfants, tu sais, fait que il y a vraiment des grosses conséquences. Là, une femme dans la quarantaine puis la cinquantaine, c'est là qu'on devrait comme vivre, moi je vais avoir 40 ans là, quand même, là, fait que c'est là qu'on devrait vivre comme foulement, là, je veux dire, t'es accompli, puis c'est là que tu commences à dégringoler, ça fait aucun sens, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça que... C'est drôle parce qu'on l'avait écouté une partie ensemble là, de l'automéno, là, du documentaire. Puis on se disait, c'est fou comme on n'apprend pas vraiment ça, là. Tu sais, on a tellement appris, puis tu sais, comme bien de la population en ont appris en écoutant ça. Mais ça a dû justement faire tellement un pic de monde après ça. Ouais, c'est fou. C'est fou pour toute la... C'est sûr que nous, on a aussi, tu sais, je pense que j'ai buildé ma réputation, puis les réseaux sociaux et tout, là, mais tu sais, quand même, juste d'avoir accès avec un gynéco, là, même sans bilan hormonaux, c'est pas dramatique, là. Sauf que, tu sais, comme on a encore tellement des mauvaises conceptions sur les hormones, les gens ont encore peur, puis tu sais, on le sait, là, 21 ans après l'étude White, tu sais, que les hormones donnent pas le cancer du sein, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme des mauvaises informations qui ont été diffusées puis qui n'ont pas été démenties avec les années. C'est comme un peu misogyne de dire que nos hormones à nous, féminines, nous donnent le cancer, tu sais, ou nous donnent des problèmes. Tu sais, c'est comme, c'est protecteur toute notre vie. Nos hormones sont nécessaires pour tous nos systèmes. Tu sais, quand on les perd, bien, c'est là que ça crée de l'inflammation puis toutes les problématiques de maladies chroniques. Fait que, tu sais, les hormones, l'estrogène, là, diminue le risque de mortalité de toute cause de 30% chez la femme. Si tu commences, mettons, rapidement après la ménopause, genre à 50 ans, puis augmente ton life expectancy, là, comme de 3 ans. Ouais, c'est cool. On n'en parle pas, on dit encore maintenant que c'est dangereux puis qu'on n'aurait pas donné ça en prévention, mais avant l'étude Wire en 2001, 60%, 70% des femmes étaient sous hormonothérapie, puis là, c'est tombé à 5% après l'étude Wire. Fait qu'on le savait que c'était bénéfique, là, tu sais. Fait que c'est juste que on est vraiment... Il y a beaucoup de podcasts américains qui vont dire comme les boomers, boomers are pissed, en voulant dire comme c'est toute une génération manquée, là, tous nos parents. C'est vrai, en voulant dire comme il y a un 20 ans où est-ce que eux autres, ils vont juste mourir plus jeunes que les autres. Puis on espère que ça va changer avec le temps, mais tu sais... Mais est-ce que vous envoyez des complications, tu sais, des hormones dans votre pratique, hein, quand vous en parlez? Ben, tu sais, mais... Pas vraiment, je te dirais de manière générale. Tu sais, complications, mettons, on pourrait aller en détail, mais tu sais, de manière générale, quand tu leur donnes des hormones, quand c'est bien prescrit, en temps normal, c'est sécuritaire. Tu sais, c'est sûr que si tu as trop de un passé en préménopause, c'est un peu plus challengeant parce que ça peut être, mettons, OK, là, j'ai trop d'estrogène, je suis plus fébrile. C'est plus comme des effets secondaires que des vraies complications parce que théoriquement, l'estradiol transdermique, il n'y a aucun risque de caillot augmenté. Avec ça, tu sais, c'est vraiment sécuritaire. Même les gens qui ont des maladies thromboemboliques comme le facteur 5 de Leyden, on sait que c'est sécuritaire de le donner. Ouais, okay. Mais on n'en parle pas, tu sais, parce qu'on dit, les estrogènes, c'est des estrogènes. Ouais, comme si c'est la pilule contraceptive, c'est la même affaire que de l'estradiol transdermique. Fait que c'est vraiment plate. Mais sinon, tu sais, ça n'empêche pas qu'il y a une femme sur 8 qui va avoir un cancer du sein dans sa vie, là, mais c'est pas ses hormones qui vont lui donner, là. Puis ça, on le sait, tu sais. Fait que...
je dirais pas, tu sais, les femmes trans, c'est un petit peu particulier parce qu'on a des niveaux vraiment another level. Là. On sait que, tu sais, jusqu'à 3000, mettons 3000 ou 4000 niveaux d'estradiol, c'est quand même sécuritaire, mais il y a des femmes, tu sais, qui vont... C'est des fois du off-label, les femmes vont s'autodoser, il y a comme un peu une population particulière. Là. Prennent ça sur le black market. Oui, c'est ça. Fait que, ou des pilules contraceptives, mais comme en grosse dose pour essayer d'avoir comme... Fait que c'est là que ça peut devenir dangereux, mais quand c'est bien suivi, puis dans certains ranges, c'est sécuritaire. Puis comment vous dealez avec ça un peu, tu sais? Je pensais qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent avec des informations qui ont pris un peu à droite puis à gauche, puis vous devez souvent faire de la désinformation, j'ai l'impression. Oui. Ben moi, en fait, on est chanceux, là, au Québec, on a la docteure Sylvie Demers, qui est comme une chercheure biologiste. Elle a vraiment quand même elle écrit des super bons livres avec beaucoup de littérature scientifique, elle s'est faite, quand même donner beaucoup d'approbation au niveau public, mais quand même aussi le Collège des médecins, on le voit là, que cette femme-là, là, c'est evidence-based, là, ce qu'elle dit, puis c'est malgré tout. Puis elle a écrit un autre livre qui est plus sur hormones et cholestérol. Fait que nous, on a quand même ce genre de... cette mentor-là, qui est à tous les médecins qui font de l'hormonothérapie, qui donne la crédibilité. Moi, je vais souvent référer à son livre ou, de plus en plus de podcasts, là, j'ai beaucoup de... J'ai vraiment comme une feuille que je donne à mes patientes, tu peux aller lire ça, tu peux aller voir ça, tu peux... fais-toi ta propre idée, là, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de mes informations, mais plus tu t'en apprends, puis plus tu fais des conférences, puis tu vas voir partout dans le monde, tu te rends compte que tu sais pas pourquoi c'est pas plus connu puis pas plus donné, pourquoi il y a eu autant d'impact de l'étude web puis que c'est pas été démenti par la suite ou on n'en parle juste pas. Fait que c'est vraiment... en fait, plus t'en apprends sur les hormones, plus c'est fâchant aussi là, de voir que les gens qui connaissent pas ça vont souvent dire leur opinion. Comme le médecin, il va juste dire « Ah, ben là, ta mère a eu le cancer, moi, je te donnerai jamais d'hormones. » Puis je suis comme... Tu sais, c'est même pas des recommandations premier degré. Puis, tu sais, c'est tellement comme... C'est juste comme la peur. Puis j'entends souvent les patients me dire, mais mon médecin m'a dit, moi, je ne perdrai pas ma licence pour toi. Tu sais, c'est tellement pas justifié de dire ça en voulant dire. Ils ont juste peur eux-mêmes parce qu'ils connaissent pas les hormones. Fait qu'ils vont juste s'abstenir parce qu'ils ont juste peur de se faire poursuivre. Tu sais, mais c'est pas ça de la bonne médecine. Il faut que tu connaisses. Tu sais, à la limite, tu dis au patient, écoute, moi, je connais pas ça, je vais te référer. Référer à quelqu'un. Mais dis pas, genre, essaie pas de créer la peur. Le régime de la peur, là, c'est vraiment comme un peu ridicule. Et la santé de la femme, tu sais, quand on s'informe, souvent, ça devient fâchant, là, historiquement, puis ce qui a été fait et tout. Je pense que c'est le cas pour pas mal d'enfants. Juste en général, on réalise à quel point c'est plus méconnu. Il y a encore beaucoup de zones qu'on comprend pas trop, tu sais. Oui, exact. Ouais, les femmes sont souvent exclues des études, des grandes études, là, comme les études par rapport aux statines, entre autres, là, qui n'ont jamais étudié chez la femme. Là. Les cardiologues, ils disent, ben non, les statines n'ont jamais été étudiées chez la femme parce qu'il y a le risque de grossesse, puis... c'est tout un autre gros sujet. C'est comme vraiment... fait que c'est plate. Ouais, on est vraiment comme left apart. Là. Il y a encore du chemin à faire. Ouais. Puis pour niveau transition de genre, ça, vous l'aviez appris, comme vous disiez, dans vos premières années de pratique. Oui, il y a des grands protocoles, comme le protocole de Toronto, Vancouver, qui nous ont comme un peu pavé la voie. Là. Moi, j'avais aussi une mentor qui faisait beaucoup d'hormonaux. Fait que avec les trans, fait que ça m'a aidé à développer cette expertise-là, mais c'est vraiment avec le temps que OK, ouais, là, sont plus confortables à tel niveau d'estradiol avec le temps, puis là, je peux leur rajouter de la progestérone, mettons, les femmes trans, c'est quand même un peu funky, là, il y a des guidelines, mais c'est comme, moi, j'ai des guidelines que j'ai développées, avancées pour vraiment optimiser la féminisation ou la masculinisation, fait que ça, c'est super intéressant aussi. Puis comment ça marche, en fait? Est-ce que parfois, il faut juste qu'ils prennent un rendez-vous avec vous à la boutique puis on commence? Est-ce qu'il faut qu'il soit vu par un psychiatre, un psychologue? Est-ce qu'il y a une équipe avec vous? C'est vous qui faites vraiment tous les soins globaux? Oui, ben je te dirais que, il y a des médecins qui seraient moins à l'aise peut-être, là, puis qui seraient comme, mais tu sais, en temps normal, je veux dire, la dysphorie de genre, c'est assez facile à traiter. Il faut pas oublier que c'est une pathologie que souvent, en fait, qui n'est pas une pathologie, c'est une condition plutôt qui est là depuis longtemps. Puis il y a beaucoup d'impact. Tu sais, moi, je vois beaucoup de gens, mettons, qui arrivent avec plein de troubles psychiatriques, là, tu sais, genre mutilation dans l'enfance. Tu sais, comme... Fait que c'est souvent quelque chose qu'ils savaient depuis longtemps, qui était quelque chose qui allait pas bien. Puis si on retarde le traitement en demandant des évaluations qui finissent plus de finir, tu sais, c'est sûr que comme un médecin qui commence, je peux comprendre qu'il est peut-être un petit peu insécure. En même temps, le risque de regret là, est quand même extrêmement faible. Il faut juste qu'il soit conscient que si jamais, à un moment donné, il décide d'arrêter l'hormono, ben, mettons, si tu as commencé la testo, ton clitoris va rester plus gros, puis ta voix va peut-être rester plus rauque. Il y a des choses qui vont être irréversibles.
Puis c'est pour ça qu'avant de faire une chirurgie de réassignation comme une vaginoplastie, il faut avoir une lettre d'un psycho-sexo qui est WPAT, là, qui a comme suivi les lignes puis tout pour dire, OK, j'atteste que la personne a une dysphorie de genre. Mais tu sais, pour avoir les hormones, c'est pas dangereux, à part qu'il y a peut-être des affaires un petit peu moins réversibles. Fait que moi, je suis toujours plus aussi proactive parce que je vois tellement les conséquences de la peur de prescrire qui va juste retarder puis qui va créer d'autres stigmas chez la personne puis que ça va... Tu sais, moi, je vois des gens qui ont des listes de pathologies psychiatriques, je leur donne des hormones, encore là, c'est fini. Il n'y en a plus de pathologie psychiatrique, tu sais. C'est ça. Puis les gens qui se rendent au privé, j'imagine que c'est parce qu'ils ont attendu... ça fait longtemps qu'ils attendent. Puis, avant que je switch, dans le fond, j'avais 18 mois d'attente sur ma liste d'attente en hormonaux pour les trans à la clinique actuelle. 18 mois, wow. Parce que c'est ça, parce que j'avais tout mon lot de patients, tu sais, en médecine familiale, j'avais un peu d'esthétique, fait que, tu sais, mais c'était vraiment mes 600 patients que j'avais en médecine familiale qui faisaient que je ne peux pas prendre des nouveaux patients en hormonaux pour les trans. Là, maintenant, tu sais, même si ça prend quand même du temps de me voir pour les madames en préménopause et en ménopause, les personnes trans qui me rejoignent, je les priorise toujours dans les 6 à 8 semaines, ils vont me voir, tu sais. Bon, fait que c'est... Parce que je sais que c'est différent, là. En même temps, tout le monde souffle, là, mais c'est comme un peu la bataille que j'ai décidé de mener avec cette communauté-là. C'est ça. Puis un médecin de famille qui veut faire ça, là, comment ils peuvent s'éduquer là-dedans? Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas vrai, mais c'est sûr qu'on est quelques médecins. Par exemple, il y a des associations que tu peux aller voir comme l'ASTEC ou c'est-tu comme Trans-Québec, des choses comme ça que tu peux aller voir, puis on a une liste de médecins, là. On est comme plusieurs à Montréal, comme dans plusieurs cliniques, là, tu sais. Mais il n'y a pas de formation officielle. Puis je me fais souvent quand même demander de plus en plus, comme pour l'hormonothérapie, tu sais, j'essaie de former un petit peu les gens, mais c'est sûr qu'on manque de temps pour voir nos patients, fait qu'on est comme un peu... mais, tu sais, éventuellement, dépendant de la demande, je pourrais en faire un peu de shadowing, là, définitivement. Mais sinon, ça reste que, tu sais, les gens peuvent commencer avec les protocoles standards, puis c'est déjà quand même bon, là, de pouvoir avoir une base, d'être juste comme ouvert à prescrire. Après ça, c'est pas grave si t'es pas genre l'expert qui sait exactement comment ajuster toutes les affaires, là. Ouais, c'est ça. Mais ça s'apprend sur le tas, là. Tu sais, c'est ça qui se passe, là. Je suis sûre que ce serait mettons que ça existait un 3 mois, tu sais, de hormonothérapie puis hormones pour transition de genre. Ça pognerait vraiment. Il y a plein de gens intéressés à faire ça. On en parle à peine. Tu sais, moi, je suis aussi... je sais pas, vous avez des APP, vous autres, à McGill? C'est pas des APP. Non. Qui à l'Université de Montréal, on a ça. Fait que je suis comme tuteur d'apprentissage en APP, en endocrinologie. Puis, tu sais, je le sais, on en parle à peine, là. On en parle même de l'hormonothérapie. Je pense qu'il y a une phrase dans tout le cahier. C'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, c'est genre les hormones, OK. Puis la transition, je pense qu'il y a quelque chose aussi... Mais je pense qu'elle disait que c'était plus en préclinique. Parce que j'ai demandé à la personne qui était en charge d'endocrinologie. Puis elle a dit que c'était comme... Il allait avoir comme... c'est en préclinique? Non, c'est en externat... Qu'elle allait avoir, à un moment donné, une histoire de cas. Tu sais, genre, c'est en voulant dire, c'est comme... C'est rien. Si c'est 1 heure de tout le cursus, c'est bon, là. Tu sais, fait que c'est ça, en effet, c'est vraiment pas exposé. Ouais. Nous, je pense qu'on apprend plus, justement, les risques que d'autres choses. Ouais, mais je m'en souviens que c'était flou. Je me souviens que dans les cours, par la fin du cours, j'ai comme... Je suis pas sûre si c'est bon ou non. Genre, tu sais, ils donnaient tous les positifs, puis là, t'es juste comme... Ah, OK. Ouais, c'est sûr de se faire une idée. C'est poche. Puis là, bon, je pense que je veux pas vous mettre en the spot, mais... Genre, en même temps, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler un peu. Là. Dans les médias, en ce moment, ça brasse quand même par rapport aux personnes trans, puis là, à des gens qui sont vraiment... qui ont comme la peur qu'il y ait des enfants qui se fassent faire des chirurgies, puis qui se fassent transitionner, endoctriner vers la transition, là. Fait que moi, je suis curieuse d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Ben, écoute, c'est sûr que nous, quand tu donnes des soins à des gens... T'as pas la même vision que, tu sais, comme les médias puis le sensationnalisme. Ouais, fait que c'est sûr que moi, au day-to-day, je vois des jeunes enfants qui souffrent, tu sais, puis des parents qui comprennent pas. Fait que moi, c'est plus d'essayer de faire cheminer tout le monde puis vers l'acceptation, là. Parce que c'est vraiment ça, là, à the end, tu sais, oui, c'est sûr qu'on entend juste parler de, genre, les toilettes puis, genre, les sports, là. Puis, tu sais, moi, ça me frustre parce que je trouve qu'on dérive vraiment la question, là. On fait juste mettre les gros débats, là, comme n'importe quoi, tu sais, qui c'est comme... Mais, tu sais, on parle pas de ces enfants-là, là, qui sont vraiment comme souffrants, là, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on est là pour donner des soins aux gens, là. Fait que, tu sais, moi, ça change rien dans ça fait juste me fâcher, là, comme les documentaires What is a Woman? Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, je sais pas vu ça. C'est genre un gars des États-Unis là, qui fait juste comme poser la question à tout le monde. Puis, tu
c'est quoi une femme? On va leur dire, t'es pas capable de dire c'est quoi une femme, parce que là, si tu dis qu'il y a un vagin, ben, fait que, en tout cas, vous devriez regarder ça, ce documentaire-là. C'est tellement frustrant. C'est comme de dire... il dit un petit peu, tu sais, un chat, c'est un chat, pourquoi une femme, c'est pas une femme? Tu sais, genre, en voulant dire, là, tu sais, c'est comme si une femme, puis là, les gens, ils ont de la misère à l'expliquer parce que c'est, ben, une femme, c'est comment que tu te sens à l'intérieur, c'est pas nécessairement la façon dont t'es né, puis c'est de ridiculiser vraiment les gens qui sont pas capables de dire qu'est-ce qui est... En tout cas, c'est vraiment frustrant. C'est juste comme, ça fait juste une autre caractéristique de ce débat-là qui fait que, tu sais, ça va vraiment comme être super polarisé, quand dans le fond, à la base, c'est juste, tu sais, l'acceptation, puis... Puis surtout pour les enfants, tu sais, comme ça devrait tellement être genre juste, tu sais, c'est individualisé à la famille puis à l'enfant. Là, tu peux pas juste comme... Ça amène beaucoup de souffrance, tu sais, pour ces jeunes-là, j'imagine, de voir des débats comme ça, puis justement de se sentir invalidés dans qui ils sont, dans ce qu'ils ressentent. Ouais, c'est bien dommage. Vraiment. I know. Ouais. Puis là, si on va dans le côté esthétique, je suis curieuse, c'est ça comment vous avez commencé à en faire? Mais écoute, moi, quand j'ai commencé, j'ai fini ma résidence en 2012. Fait que, tu sais, j'avais déjà... En fait, c'était vraiment je dis souvent, c'était vraiment rock and roll dans ce temps-là. Tu sais, c'est juste depuis 2016 qu'il y a eu un guide de pratique du Collège des médecins pour vraiment comme orienter, Fait que les gens qui ont commencé, ben, tu sais, on se cachera pas, là, c'était les compagnies pharmaceutiques qui nous formaient, puis c'est ceux qui voulaient te vendre leurs produits. OK, il y a un médecin qui fait ça, on va t'amener. Il y avait des formations par des médecins, mais c'était beaucoup les compagnies. Puis maintenant, ben, c'est plus structuré. Fait que, ben moi, je m'étais fait former. J'allais à Paris avec Filorga, qui était une compagnie qui devait être approuvée Santé Canada, qui l'a jamais été. Tu sais, c'était un peu genre n'importe quoi. Fait que c'est avec le temps, là, tu sais, dans le fond, en 2012-2016, juste comme pratiquer, là, je pense que la clinique avec laquelle je travaillais vendait des agents de comblement comme sur Groupon, là. Fait que je faisais du débit, tu sais, comme un peu. Puis t'étais pas tant... Oui, tu pouvais faire des formations, tu savais qu'il y a des complications, mais c'était pas autant structuré que dans le temps, là. C'était un peu c'était rock'n'roll. Fait que t'apprends aussi sur le tas, là, parce que justement, quand t'as pas de formation qui est structurée, même si tu vas te former à gauche, à droite, t'as pas de... tu vas pas nécessairement avoir la même formation que quelqu'un d'autre. Moi, j'avais jamais vu des granulomes. Ben, tu vas en avoir parce que tu vas en avoir dans tes patients parce que c'est des produits. C'est comme... C'était vraiment random. Mais bref, depuis 2016, c'est vraiment mieux structuré. Puis maintenant, c'est vraiment les médecins qui doivent former tout ça. Et pour avoir un droit de pratique pour faire de l'esthétique? Oui, c'est ça. Il faut vraiment que... En fait, n'importe quel médecin, de genre guillemets, là, parce que, tu sais... Non, n'importe quel médecin, en fait, n'importe quelle spécialité peuvent aller faire sa formation du Collège des médecins pour aller devenir médecin esthétique. Il y a juste comme les ophtalmos, ben, les plasticiens, les chirurgiens, les ophtalmos, les dermatos qui, d'emblée, dans le fond, peuvent en faire. Pas juste avoir une formation. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Puis ORL aussi. ORL, ophtalmo. Fait qu'ils n'ont pas besoin de faire la formation supplémentaire. Ils peuvent juste tout de suite aller. Exactement. Je comprends. Puis c'est quoi exactement, tu sais, on connaît tout le Botox, Gilles, mais y a-t-il d'autres choses ou est-ce que c'est vraiment juste du Botox? Ben en fait, la formation de base, c'est agent de comblement toxine botulique. Donc, agent de comblement étant les fillers, donc tout ce qui est volumisant. Toxine botulique étant le Botox. Donc, dans le fond, tout ce qui est relaxant musculaire. Donc, ça, c'est la formation de base. Après ça, moi, je fais aussi la formation PRP, plasma riche en plaquettes. Ça peut être injecté pour l'alopécie, pour le vampire facial. C'est comme un peu pour restimuler le collagène, mais surtout les vaisseaux puis les nerfs. C'est un peu du rejuvenation un peu. Puis il y a aussi d'autres agents, mais ça fait pas nécessairement partie de la formation, comme le Sculptra, comme des biostimulateurs de collagène. Mais la base, c'est vraiment fillers, Botox. OK, ouais. Puis est-ce qu'il y a encore de la place, justement, pour des médecins qui veulent faire ça? Ou le marché, comment ça c'est sûr que... Ben, je pense qu'il y en a, là, pour des bons médecins qui veulent... C'est sûr que le collège, quand ils ont commencé à faire cette formation-là, ils ont dit, ben là, les médecins qui se lancent là-dedans, vraiment, ça va être cher, la formation, parce qu'ils essaient de mettre des limites, parce qu'ils veulent pas que les gens fassent ça, tu sais, on the side. Théoriquement, si tu deviens un médecin esthétique, ils veulent que dans les 2 ans, 40% de ta pratique soit consacrée en esthétique. C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas vérifié. Tu sais, à ce que je sache, en tout cas pas aux dernières nouvelles, je sais pas si ça va devenir plus c'est au privé.
Mais ils mettent quand même des barèmes sur la pratique. C'est juste parce qu'ils veulent pas que les médecins fassent ça on the side pour qu'ils deviennent experts, puis tu sais, parce qu'il y a quand même des complications. Une bonne qualité, genre. Ouais, c'est pour ça. Puis c'est correct, tu sais, c'est correct d'une certaine façon, là, parce que c'est vrai que c'est tellement accessible. Là, tu fais la formation, puis tout le monde peut commencer à faire ça. Puis il y a des infirmières qui font ça, puis... Ah ouais, OK. Oui, des infirmières avec des ordonnances individuelles que le médecin doit voir avant. Fait que c'est sûr que, tu sais, tous les médecins, toutes les infirmières qui font ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui font ça, là. Fait que c'est sûr qu'en effet, il faut que tu sois vraiment bon, puis tu crées ton brand, là, pour vraiment te différencier de la masse. Mais, ouais, c'est ça. OK. Puis c'est quand même surchargé un peu comme marché. Il faut quand même que tu travailles fort pour avoir de la clientèle. C'est pas si facile. Okay. Non. Puis si jamais un médecin doit être au privé pour pouvoir en faire, hein, ça peut pas faire partie de la pratique publique. Non, c'est ça, parce que c'est pas des soins esthétiques qui sont qui sont remboursés par la RAMQ, parce que c'est comme quand, mettons, tu vas voir un dermatologue, si tu enlèves un grain de beauté qui est bénin, il va te charger. Puis être au privé, est-ce que ça signifie se désaffilier de la RAMQ comme vous avez fait ou pas nécessairement? Non, c'est ça. Fait que vu que c'est pas des soins qui sont assurés, tu peux faire ça puis en même temps avoir une pratique RAMQ. OK. Pour d'autres choses. Mais tu fais juste de bureaux. l'esthétique on the side, qui sont des soins non assurés, puis tu fais ta pratique médecin de famille ou whatever. OK, je comprends. En même temps. Et pour parler un peu de l'affiliation, désaffiliation de la RAMQ, je suis pas sûre, vous corrigez-moi si je dis n'importe quoi, mais il me semble que j'avais appris qu'avant, une fois qu'on se désaffiliait, tu pouvais plus jamais revenir dans la RAMQ, alors que maintenant, ils ont enlevé cette loi-là. Est-ce que... Écoute, j'avais jamais entendu... Non, je pense que... Ben, écoute, à mon su, il n'y a pas eu de loi qui disait que tu ne peux plus jamais revenir, là. OK. Sauf que des fois, ça peut être complexe parce que, justement, il faut que tu trouves des AMP, il faut que tu retrouves une place. Mais non, j'ai plein d'amis, par exemple. Je sais pas, tu sais, avant, il y a 10 ans, mais pas depuis... OK, mais ça se fait quand même. Si quelqu'un décide d'aller 3-4 ans au privé, ils peuvent revenir dans la RAMQ après. Exact. Ça leur tente. OK. Mais c'est rare. Très rare. Ouais, une fois que les gens quittent, ils veulent pas revenir. C'est pas vrai, j'ai des amis qui l'ont fait. Mais c'est ça. Non, pas si quand même. Est-ce que des fois, vous ressentez un petit jugement là, des gens par rapport à justement la pratique de l'esthétique ou des idées préconçues? Là, juste l'esthétique ou pas vraiment le privé? On peut couvrir les deux. Hein. Ben, en fait, non. Même si ça pourrait, là, tu sais, en fait. Mais c'est sûr que moi, ça a toujours été comme partie de ma pratique. Fait que je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est comme, vu que c'est moi, tu sais, on dirait que c'est comme... Un peu comme les gens qui disent, tu sais, moi, je le dis pas que je fais du botox. Je me dis, moi, les gens... moi, je le dis que je pratique la médecine esthétique. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas dire, mais moi, j'aime pas ça, le botox, c'est pas naturel, tu sais, c'est pas des gens qui vont venir me voir, là, tu sais, en voulant dire, je suis pas entourée de ces personnes-là, parce que c'est comme, c'est mon everyday, là. Mais pour ce qui est du privé, j'ai pas eu, non, au contraire, parce que justement, j'ai plus de temps à accorder, là, mais je sais qu'il y a certains, peut-être médecins, là, tu sais, que quand j'ai quitté, là, que tu le vois, que, tu sais, tu comme fais partie d'une autre gang, peut-être. Tu sais, comme moins médecin communautaire. J'ai quand même travaillé à la clinique L'Actuelle, tu sais, genre avec... je donnais de la méthadone, tu sais, à des patients. C'est quand même un autre vibe. Mais en même temps, je me sens encore comme ça dans la relation d'aide que j'ai avec les patients. Mais c'est sûr que là, tu sais, je suis comme plus payée pour la valeur de mon expertise que j'ai développée, tu sais. Fait que... Mais ça se peut. J'ai peut-être déjà senti, là, par certains collègues qui étaient vraiment communautaires... mais ça change pas grand-chose, pour être honnête. C'est comme, Vous venez de le dire un peu, là, vous dites que vous êtes plus payé. Fait que c'est quoi comme les avantages un peu que vous avez ressentis à aller au privé? Vous avez parlé un peu de la pression du travail. Est-ce que vous êtes vraiment plus payé ou c'est vraiment plus cette pression-là qui maintenant n'est plus là puis ça vous donne le temps de voir les patients? Les deux. C'est sûr que ça dépend. T'sais, moi, j'ai des collègues qui ont travaillé au privé puis sont venus avec la RAMQ. Puis, c'est sûr que si t'es médecin général puis t'as pas nécessairement une expertise, moi, c'est un peu différent, je pense, que ce que j'ai développé parce que les gens venaient pour moi, tandis que des fois, quand tu pars du public au privé puis t'es juste médecin de famille, ben juste, pas dire juste médecin de famille, c'est un très beau travail, mais c'est sûr que les gens vont pas nécessairement venir pour te voir, ils vont juste appeler à une clinique. Puis, fait que la clinique va un peu avoir le contrôle sur ces autres qui vont gérer tes horaires et tout. Fait que les frais de bureau, tout peut être négocié, mais je
je pense que c'est pas tout le monde qui vont faire vraiment plus d'argent là, au privé. Là. C'est sûr que moi, c'est différent parce que justement, quand tu développes une expertise dans quelque chose, bien sûr que les gens vont venir te voir, fait qu'ils vont payer un peu plus cher pour te voir. C'est sûr que c'est là. Mais il y a quand même des gens des médecins qui m'ont dit que de manière générale, en médecine familiale, c'est assez similaire. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que pour que tu puisses avoir un salaire similaire, il y en a qui vont dire, au privé, tes patients vont être plus demandants. Peut-être, mais tu vas faire plus de débit. Puis la qualité de la médecine, moi, je trouve que c'est mieux, dans le fond, quand tu as plus de temps à donner à tes patients. Mais en même temps, ça dépend tellement de ta personnalité aussi, là. Tu sais, je veux dire, puis peut-être que si j'avais fait de la médecine familiale, qui n'est pas nécessairement comme mon dada, j'aurais pas nécessairement avoir aimé plus de temps avec les patients parce que, tu sais, comme, je serais comme, OK, je sais pas, c'est redondant ou je sais pas, j'ai pas envie de faire ça nécessairement. Tandis que quand tu aimes vraiment ce que tu fais puis que tu veux prendre le temps avec tes patients, ben je sais pas, ça vaut la peine que tu ailles le temps. Oui. J'ai l'impression que la pratique que vous avez dit aussi, c'est le genre de pratique c'est le fun d'avoir le temps. C'est de parler, puis de prendre le temps de connaître, puis de développer un lien avec la personne pour un lien de confiance, là, parce que vous avez suivi quand même sur long terme, j'ai l'impression. Oui. Bien, théoriquement, les hormones, pour moi, à mon avis, en termes de prévention, c'est pour la vie. Là. Fait que on va se voir longtemps. Puis est-ce que des fois, est-ce que vous ressentez, mettons, souvent que les patients, ils ont un peu de misère à payer ou qu'ils vont pas booker de follow-up à cause d'un stress financier, mettons? Ben ça arrive. C'est sûr que les patients sont vraiment bien informés des coûts, là, puis que chacun des suivis sont payants. Fait que si on a besoin de les revoir. Par contre, moi, je donne tout le temps une marge de manœuvre. Je pense qu'il faut que tu sois comme raisonnable en voulant dire, quand je les rencontre, quand je leur prescris leurs hormones, souvent, je vais leur donner comme un 6 mois, puis je vais leur dire, écoutez, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais aussi avoir un bilan dans 2-3 mois, mais, je te donne quand même 6 mois, puis ça arrive très souvent que je reçois des demandes de renouvellement, puis je vais dépanner, puis, on va pas tout le temps charger, mais, à un certain point, quand tu es responsable d'un résultat, il faut que le patient soit prêt, il faut qu'il paye pour te voir, il a accepté de te voir au privé, il est au courant des coûts, mais, je pense que tout doit être raisonnable aussi, là. Mais oui, c'est sûr que ça va limiter certaines personnes qui ont juste pas les moyens aussi, là. Fait que ça, c'est plate pour ceux qui peuvent pas avoir des bons soins non plus. Puis surtout qui n'ont pas accès aux hormones de manière générale parce que leur médecin, il a peur, connaît pas ça. Fait que, ça devient plate. Puis c'est comment avoir... Parce qu'il doit quand même avoir un peu d'administration. Tu sais, vous êtes votre propre clinique, votre propre brand. Genre, c'est comment avoir ce chapeau-là qu'on n'apprend pas vraiment en médecine? Oui, en effet. J'ai quand même comme une genre directrice de clinique qui m'a aidée à fonder ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, on a quand même buildé le brand ensemble. Après ça, j'ai engagé des infirmières qui travaillent avec moi. Puis j'ai comme plus ou moins 3 téléphonistes, là. Fait que, tu sais, mais on a fait ça un peu comme, on est tous des gens qui se connaissent, là, en voulant dire... c'est ça, ma directrice, elle m'a aidée. On se connaissait déjà à la base. Elle s'introduit un petit peu dans ma division esthétique. Après ça, l'hormono a pris de la place, puis elle m'a beaucoup aidée. Après ça, j'ai été chanceuse. J'ai des amis qui m'avaient... En fait, des gens que je connaissais qui travaillaient en médecine fonctionnelle, un peu plus comme... un peu proche de l'hormonothérapie, qui m'a dit qu'il y a une infirmière qui travaillait dans une autre clinique qui a cherché un nouveau médecin pour faire de l'hormono. Puis après ça, ben là, ça a été comme un peu du bouche-oreille. Puis, tu sais, mes téléphonistes, ben c'est comme 3 amis. C'est comment? Ben on aime ça travailler là, c'est le fun. Puis, fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça, une petite famille. Puis aimez-vous ça, le petit côté business, justement, d'avoir parti votre propre clinique? Ben oui. Ben c'est sûr que, oui. C'est sûr que c'est pas que c'est plus lourd, c'est le fun, parce que justement, c'est moi qui décide un peu avec qui je travaille. Mais c'est sûr que c'est responsabilité. C'est comme un peu tes enfants, des fois. T'as l'impression comme, tu sais, quand il y en a qui va pas bien, mais il faut que tu sois là. Puis même s'il faut annuler une journée, puis tu sais, c'est comme, il y a des impacts, tout. C'est comme vraiment, tu sais, il faut que tu sois à l'écoute, là. Tu sais, tu deviens comme un employeur, finalement. Je suis employeur, là. J'ai des employés. Fait que, tu sais, c'est comme particulier, mais... Je pense qu'il faut juste que tu sais, quand tu as des bons employés, il faut vraiment que tu prennes soin d'eux, là. Fait que c'est vraiment juste de faire attention avec des gens avec qui tu travailles. Puis en temps normal, ça se passe bien. Je pense que quand tu es bien intentionné, ben le reste unfold. Ça doit quand même être fun de prendre des décisions, genre, sur tout un peu. Tu sais, savoir exactement comment vous allez arranger votre bureau. Juste, tu sais, des choses comme ça, là, d'avoir... vraiment donné ce que vous voulez. Mais tu as quand même cette liberté-là, de manière générale, là, en médecine, justement, que tu peux décider... à quelques exceptions près, là, justement, quand tu as des pressions de voir tant de patients, c'est sûr que peut-être au privé, mais en même temps, je dis ça, puis c'est pas si vrai, parce que je sais qu'il y a certaines cliniques qui vont exiger que tu vois un patient dans tant de temps, là. Mais en temps normal, la plupart des cliniques privées sont relativement ouvertes, mettons, à avoir... si
tu as des demandes particulières. Mais c'est sûr que moi, je décide à 100%. Fait que oui, il y a clairement un avantage. Qu'est-ce que vous aimez, mettons, le plus et le moins de votre pratique en ce moment? Bonne question. Ben, le plus, c'est clairement ce que je fais de faire vraiment la différence chez des patients qui n'ont juste pas accès. Fait que c'est comme le moins. Le moins, c'est dur. Qu'est-ce que j'aime le moins? Peut-être, ça pourrait être... il y a quand même des stresseurs qui viennent au fait que, justement, tu sais, à un moment donné, j'ai une de mes infirmières, elle a une autre offre ailleurs. C'était juste comme money-wise, genre un autre niveau, parce que justement, on n'est pas beaucoup à faire ça. Fait qu'il y a pas tant de compétition. Je me sens pas en compétition, mais tu sais, moi, je pense que si tu gardes un bon climat, workplace, puis tu donnes des bonnes, tu sais, je pense que tu mets les meilleurs de ton bord, mais c'était une offre que je pouvais pas vraiment égaler dans le contexte où c'était pas juste monétaire, il y avait d'autres choses. Puis c'est comme, OK, ben là, je m'en vais. Puis tu as beau avoir des contrats, je veux dire, si ça dit je m'en vais dans 2 semaines, même si ton contrat dit il faut que tu me donnes 4 semaines, ben tu sais, c'est ça. Fait que des fois, ça fait quand même que, OK, il y avait 3 mois de patients de booker à temps plein. Fait que c'est quand même, OK, fait que là, il faut expliquer aux patients que les suivis qu'ils ont eu depuis 3 fois, mais la personne est encore là. Et malheureusement, elle est encore avec nous, mais tu sais, vraiment moins fréquemment qu'avant. J'ai réussi à la retenir, mais finalement, elle se rend compte finalement qu'en rétrospective, probablement que je pense qu'elle était heureuse avec nous, mais ça pour dire que, tu sais, c'est juste que c'est des revirements de situation, que là, j'ai des patients à faire voir, j'ai tant de centaines de patients à faire voir, faut que je me change, faut que je me change de cap, puis t'es responsable s'ils sont pas contents après ça, là. C'est une fois que, c'est sûr que moi, j'en ai des patients qui sont comme, tu sais, comme je dis, j'ai 2500 patients sur ma liste d'attente, fait qu'il y a beaucoup de patients qui peuvent être comme, me rejoindre, c'est de me contacter puis de me dire, tu sais, j'aimerais vraiment savoir rendez-vous, puis c'est difficile d'avoir accès. Mais quand tes patients sont déjà à toi, tu as vraiment une responsabilité. Moi, je peux bien dire, ben là, j'en ai 2500, mais je peux pas les voir. Fait que même s'ils sont pas contents, je peux rien faire, là, parce que je vais pas diminuer la qualité de mes soins pour avoir plus de monde. Mais ceux qui sont déjà sous mes soins, si mes infirmières me lâchent, parce qu'ils m'aident beaucoup à faire mes suivis là, d'hormones, je les ai vraiment formés pour ça, pour que je sois pas toute seule, ben c'est ça, c'est que du jour au lendemain, t'as comme... C'est stressant. Gérer la demande puis la qualité de l'offre. C'est ça qui... Puis, est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants qui connaissent pas vraiment ces domaines-là, qui veulent peut-être se mouiller le pied et être comme, j'aimerais ça essayer, voir de quoi ça en parle, vu qu'on n'est pas beaucoup exposé. Comment ils pourraient s'exposer à tout ça? Oui, c'est une bonne question. Parce que, tu sais, j'ai quand même beaucoup... Tu sais, c'est sûr que s'il y avait beaucoup de demandes... Tu sais, en fait, Dr Sylvie Demers, par exemple, elle a fait des formations presque à chaque mois. C'est une journée complète de formation d'hormonothérapie, plus pour préménopause, ménopause, mais elle parle aussi de l'andropause, transgenre. Fait qu'elle, elle a quand même une formation qui est structurée. Fait que si ça vous intéresse, c'est sûr que ça, c'est quand même bien. C'est pour tous les médecins, pharmaciens, professionnels de la santé, même des fois, elle accepte des gens qui sont de sciences connexes, les prescripteurs, là, idéalement. Donc, ça serait quand même une bonne introduction. Je pense que c'est la meilleure chose. Moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle infirmière ou un nouveau médecin qui est intéressé, je dis, tu fais la formation de Dr Demers en premier, puis moi, je te forme sur le terrain après pour avoir comme la base, les études, voir un peu la sécurité des hormones. C'est sûr que à date, c'est pas mal la première chose que je dirais. Oui, c'est bien se mouiller puis un peu dans le théorique, voir c'est quoi. Puis après ça, aller l'expérimenter en clinique. Puis avez-vous un conseil pour les étudiants comme nous qui cherchent un peu leur... une carrière qui pourrait bien le fitter avec eux puis leur personnalité? Ouais. C'est dur à dire, hein, parce que c'est sûr que la médecine familiale, ça permet quand même de dériver, parce que c'est sûr qu'en effet, tu rentres en chirurgie, là, tu vas faire des chirurgies, tu vas être de garde, puis c'est sûr que ça te dirige dans une clinique qui, la plupart du temps, en même temps, c'est vrai puis c'est pas vrai, j'ai des collègues chirurgiennes qui maintenant font de l'esthétique, là, en voulant dire, ils ont conservé quand même leur temps opératoire des fois, puis à un moment donné, ils vont... Puis surtout que la chirurgie, c'est un domaine où justement tu peux faire de l'esthétique sans faire de formation supplémentaire. Mais je te dirais d'essayer de faire le plus de stages, surtout à l'externat, tu sais, comme dans plein de domaines particuliers. Moi, c'est là que j'ai quand même tombé en amour quand je suis partie justement faire un stage à l'extérieur à Paris en dermatologie vulvaire. De trouver des mentors le plus possible. Tu sais, vraiment comme des gens que... Parce que c'est souvent ça, les gens qui me disent, là, même d'autres médecins ou même des patients que j'ai qui sont, en fait, étudiants en médecine aussi, là, qui me disent que c'est souvent ça qui va être déterminant, dans le fond, dans
dans ton futur, tu sais, des fois, c'est peut-être pas nécessairement la pratique de l'urologie qui te fascine le plus, mais si tu as eu un mentor qui est vraiment comme incroyable, ça va quand même te stimuler à... tu sais, je pense que c'est ça, de trouver des gens qui te correspondent peut-être, puis d'essayer de faire peut-être des stages. C'est pas que je veux pas en faire, là, mais c'est quand même un peu intense. Je me dire, peut-être que les gens vont demander. J'en ai déjà eu quand même des demandes, là. J'essaye, là, mais tu sais, j'ai des demandes de médecins déjà que j'ai de la misère à booker, là. Je suis comme, étudiant en médecine, c'est un autre niveau. Reach out à d'autres gens, peut-être, qui font ça aussi, pas juste ça. Mais tu sais, des médecins seraient motivés à venir travailler avec moi. Je serais quand même game, tu sais, de former des gens, là, c'est sûr, parce que j'ai besoin d'aide. Fait que je lance quand même un appel à tous. Je suis pas fermée à ça, là, dans le contexte où c'est quand même un domaine qui est en effervescence, puis il y a bien de la demande, fait que... Good. Ouais. Merci beaucoup pour ces bons conseils. C'était vraiment fun de vous rencontrer et de discuter avec vous. Ben voilà. Merci. Bienvenue.